Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Vous connaissez ces discussions décomplexées entre copines, sans langue de bois, ce genre de discussion qui fait du bien. Dans ce premier podcast apéro, Aurélie, Rachel, Vanessa, Laura et moi-même abordons le vaste sujet de la relation homme-femme chez nous. Au programme, confidence, bienveillance et fou rire assuré. Alors installez-vous confortablement pour écouter cet échange sans tabou. Bonne écoute! Bonjour! Bonjour! Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. On a plusieurs personnes autour de la table et on va discuter de relations hommes-femmes chez nous. Alors je vais vous demander de vous présenter déjà les filles. Alors moi c'est Vanessa, j'ai 36 ans. Je travaille dans le monde du BTP. Alors moi c'est Aurélie, j'ai 35 ans, je suis mère de 2 garçons et je suis professeure des écoles. Moi c'est Laura, j'ai 35 ans, je suis célibataire sans enfant et je travaille dans le monde des déchets. Moi c'est Rachel, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants et je suis auto-entrepreneur. Merci les filles. Alors du coup aujourd'hui on va parler de relations hommes-femmes chez nous. Voilà, on va discuter un petit peu de plein de sujets qui sont autour de ça. Donc on va commencer à parler un petit peu des différences. Selon vous, les différences hommes-femmes viennent d'où? Est-ce que ça vient directement de l'éducation ou ça vient du genre? Qu'est-ce que vous en pensez? Ne vous bousculez pas. Donc moi je pense que dans un premier temps ce serait plus par rapport à l'éducation qu'on a eue et qu'on continue à nous donner, disant que l'homme doit agir de telle façon et que la femme doit agir de telle façon. Donc du coup, je pense qu'on perpétue cette, entre guillemets, cette tradition et en fait, faudrait peut-être changer les choses dès maintenant, quoique actuellement, je vois que ça change un petit peu. Moi, j'ai même pas compris la question. Alors pour moi, notre éducation et notre société antillaise jouent pour beaucoup sur la position des petits garçons et des petites filles. Donc c'est déjà à l'école, les garçons ils sont forts, les filles elles sont plus faibles, ne pleure pas comme une fille, fais pas ci comme une fille. En fait on compare beaucoup le garçon qui peut pas jouer à la poupée par exemple, alors que moi j'ai des cousins qui clairement jouent à la poupée et ça en fait pas forcément des homosexuels ou des hommes faibles. Mais en gros depuis tout petit il y a déjà un garçon ça joue au foot, c'est viril, c'est vaillant, c'est solide, etc. Et la petite fille c'est peut-être beaucoup plus doux, elle doit faire plaisir. En fait il y a plein d'injonctions qui tout petit nous conditionnent sur qu'est-ce que doit être un garçon et qu'est-ce que doit être une fille. Et bien sûr, la fille, elle doit attendre que le prince charmant vienne la sauver, que celui-ci lui offre des cadeaux, etc. Donc, c'est beaucoup dans l'éducation. Et quand on regarde le fonctionnement de nos mères antillaises avec leurs filles et leurs garçons, alors, je vais pas généraliser, parce que je pense que il y a de plus en plus de femmes antillaises qui font en sorte que leurs garçons ne soient pas des machos ou des hommes qui se font servir. Mais il y a beaucoup de familles antillaises où on voit que le garçon, ça reste encore le prince, qu'on lui excuse plein de choses, qu'on lui permet plein de choses, et la fille, elle doit se battre, elle doit faire ses preuves, elle doit être le poteau mi-temps. Alors qu'en fait, parfois, on a juste envie d'être faible et qu'on prenne soin de nous et qu'on soit nous, en fait, sans avoir à prouver plein de choses tout le temps. Donc pour toi, effectivement, ça viendrait vraiment de l'éducation depuis petit et ça aurait un impact après sur les adultes qu'on devient. Et du coup, ça a un impact après sur les relations qu'on entretient entre nous. On arrive dans des relations, du coup, avec des hommes qu'on considère comme étant soit forts, soit virils, soit qui doivent assumer un certain rôle. Et
inconsciemment peut-être, on leur demande d'assumer tout ça alors que eux peut-être qu'ils sont pas prêts aussi. Donc du coup, ça fait que les relations sont d'entrée de jeu biaisées parce qu'on projette sur eux des choses qui nous ont été imposées, une série d'injonctions qu'on a eues depuis tout petit. Ça, c'est mon avis. Ensuite, il y a plein de gens qui font du travail sur eux, etc., qui permet de changer le mindset, mais il y a beaucoup dans la société entière, en tout cas, c'est il faut que tu aies un homme qui travaille, qui ait une bonne situation, qui très souvent gagne plus d'argent que toi, parce que même quand tu rencontres un gars et qu'il gagne moins d'argent que toi, ça peut le complexer aussi. C'est un problème, effectivement. Il y a plein de choses, et du coup, Mais ça, c'est lié justement à la société qui attend que l'homme sécurise la femme aussi au niveau financier. Il y a aussi cette notion-là. Bah oui, mais alors que en fait, aujourd'hui, je pense pas que j'ai besoin d'un homme pour me sécuriser, quoi. Non, en tout cas, pas financièrement. Hein, on est d'accord. Et est-ce que quelqu'un d'autre a un avis à émettre par rapport à ça? Non, mais Laura était complète. Donc du coup, finalement, si tout part de l'éducation, si on éduque différemment nos garçons et nos filles, peut-être que potentiellement, les choses seront plus faciles dans les relations futures après, selon vous? Moi, je trouve que c'est pas si simple, en fait. C'est pas seulement l'éducation, parce qu'on voit bien que nous, on a reçu une certaine éducation, et quand on grandit, on fait nos propres choix. Donc, c'est pas que l'éducation qui va régler ce genre de problème. C'est pas si simple. Maintenant, pour pouvoir évoluer sur certaines choses, il faut déjà prendre conscience qu'il y a un problème. Mais par exemple, vous qui avez des enfants, qui avez des garçons, Rachel, Aurélie, etc., comment vous leur parlez de la femme, par exemple? Quel est votre discours, en fait, vis-à-vis de vos garçons et de vos filles, hein, sur les relations hommes-femmes, sur la place de l'homme et la place de la femme dans la société? Nous qui nous battons aujourd'hui pour qu'on soit dans une certaine parité, égalité, etc., est-ce que c'est un discours que vous tenez, ou est-ce que quand ils ont entre eux des discussions, vous essayez de replacer voilà, c'est la question. Avant de répondre à ta question, je vais revenir un peu en arrière. Moi, je pense que la question a déjà été réglée plus ou moins avec la génération de ma mère, puisque ma mère n'a eu que des filles, mais dans son discours, elle me disait déjà que les femmes ne sont pas faites spécialement pour être dans la cuisine, et les hommes ne sont pas là pour réparer, pour amener l'argent à la maison. Donc cette question-là, pour moi, ça fait longtemps qu'elle a été réglée. Pas totalement, je suis d'accord, mais en tout cas, on a avancé. Donc pour te répondre, moi je pense que pour l'instant, mes fils sont trop jeunes que je puisse parler de manière frontale de ce genre de choses. Par contre, ils voient bien, et je leur dis bien, maman travaille, maman fait la vaisselle, mais papa aussi, maman fait le repas, mais papa aussi. On a tous les deux des bras, des jambes, et tout ce que je suis capable de faire, papa l'est aussi, et vice versa. Tout ce que papa est capable de faire, je suis capable de le faire. Voilà. Alors moi qui ai 2 garçons et une fille, effectivement, je pense que cette question est déjà réglée depuis la génération de nos parents. Par contre, c'est vrai que je pense que en tout cas me concernant, mes expériences de vie font que effectivement j'essaie de ne pas différencier par exemple les tâches ménagères, parce que j'ai pu voir ce que ça peut donner comme être humain quand le monsieur il pense que c'est lui l'homme, c'est lui qui commande, c'est lui qui a tous les droits, et que la femme en fait elle a pas trop son mot à donner dans la maison. Donc je pense que il y a une part entière aussi du vécu de chaque personne qui peut aider à orienter au niveau de l'éducation. Comme disait Aurélie, moi mes garçons ils font la vaisselle, ils repassent, ma fille elle peut aller aussi jeter la poubelle. Enfin bon, il y a pas de tâche définie pour les garçons ou définie pour les filles. Et même dans mon couple, je leur montre que bon, moi aussi je peux faire des choses entre guillemets d'hommes, parce qu'on a quand même des stéréotypes, et que voilà, le doudou de maman, il peut aussi faire la vaisselle, il peut aussi voilà. Donc je pense que les expériences de vie font aussi que l'éducation est orientée plus ou moins dans d'autres sens qu'avant. Et pour rebondir sur ce que tu disais au niveau des expériences de vie, moi je connais des gars qui ont été élevés par des mères très nouvelle génération, c'est-à-dire vous avez 2 mains, donc vous pouvez faire la vaisselle, le repas, le linge, etc. Et pourtant, ils sont matures. Ils attendent que leur femme le fasse. Ils savent faire. Ils ont été élevés comme ça. Ils faisaient chez eux, ils faisaient quand ils vivaient seuls, ils le faisaient.
Mais une fois qu'ils se mettent en meuf, c'est fini. Donc, ils attendent que la femme prenne dans leur tête le rôle de femme. Donc, ça veut dire que c'est ancré. Et donc, ça veut dire que ça peut être lié à l'éducation, mais pas que. Mais c'est ancré, en fait. Et ça peut aussi être en lien, peut-être, avec ce que pense leur ami aussi, comment il se représente, comment on va me percevoir si je fais telle ou telle chose, etc. Ça peut être ça aussi, comment on va me percevoir si je reste à la maison, je fais ceci, je m'occupe des enfants, comment mes amis à l'extérieur vont me percevoir, etc. Alors, je trouve que c'est de moins en moins, c'est quand même, hein, puisque avec, par exemple, le congé parental pour les papas, tout ça, ça se démocratise, hein, donc, bon, c'est vrai qu'il y aura Le toujours congé paternité reste quand même bien moindre par rapport au côté. Oui, On mais n'est ça- pas dans ça une évolue. égalité, là. Il a été quand doublé. même. Oui, mais c'est pas encore... Enfin, on n'est pas dans une égalité, en tout cas. Non, pas comme de l'époque. Mais comme tu dis, c'est ancré parce que je vois plein de papas. Alors, je prends un exemple, quelqu'un qui est capable de pas travailler, de s'occuper de son enfant pendant 1 an et qui est capable de dire à sa compagne, tu fais pas ton rôle de mère parce que tu fais pas des carnaval pour tes gosses, quoi. Et c'est vrai que là, vous parliez justement de ne pas forcément différencier, faire de différence dans l'éducation. Par exemple, l'exemple de Rachel qui a 2 garçons et une fille. Et au niveau des émotions, l'expression des émotions, on entend souvent un garçon n'a pas le droit de pleurer comme une fille. Mais non, t'es pas une fille, t'es pas une fillette, t'es pas une femmelette. On entend souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça évolue, ou même vous, est-ce que finalement, vous sentez que finalement ça continue un peu, hein, ces perceptions-là? Les injonctions, il y en a encore beaucoup. De toute façon, on est dans un monde où il y a des injonctions dans tous les sens. Tu dois être fort, tu dois fonctionner comme ci ou comme ça à longueur de journée. Et moi, je regarde autour de moi, j'ai des petits garçons et des petites filles. Les garçons, c'est le foot, et les filles, c'est la poupée, quoi. Et si c'est la fille au foot ou le garçon qui veut jouer avec la poupée, forcément, il y aura toujours quelqu'un de old school qui lui dira, non, les garçons, ça joue pas à la poupée. Mais le fait de dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, je sais pas si ça crée plus de frustration que de liberté d'expression. Je suis tombée sur une chanson, mais je l'ai pas enregistrée parce que je conduisais, où justement le chanteur disait qu'il fallait que le garçon soit forcément viril, qu'il soit comme ça, et qu'en gros qu'il doit se battre pour sa virilité. Et aux filles, on demande d'être elles, donc d'être sentimentale, fleur bleue, de croire en XY chose, mais pas trop quand même. Et en fonction de là où on est, d'où on se positionne dans la société ou du poste qu'on occupe, il faut être la main de fer, enfin oui c'est ça, la main de fer dans un gant de velours, en même temps être féminine mais pas trop. Si t'es trop féminine dans le monde où tu évolues, c'est que t'es dans la provocation. En fait, en gros, j'ai l'impression que le monde voudrait globalement que tout soit aplani, donc c'est que tout le monde exprime ses émotions, que tout le monde puisse fort quand il faut, viril quand il faut, etc. Mais pas trop quand même. Enfin, c'est un système un peu hypocrite parce que la question c'est à quel moment on peut être vraiment nous-mêmes sans que on soit pointé du doigt, sans que ça soit perçu comme une faiblesse. Voilà, c'est pour moi c'est une hypocrisie en fait actuellement. Et du coup, le fait que les attentes soient concernant les femmes, que les femmes puissent exprimer leurs émotions, etc. Et l'homme, finalement, il n'est pas forcément attendu. Est-ce que vous pensez que ça impacte les relations hommes-femmes? Je parle des relations affectives, des relations amoureuses. Quand un homme et une femme se mettent en couple, ils n'ont pas la même façon, du coup, d'exprimer leurs émotions. L'autre ne repère pas forcément l'émotion de l'autre, etc. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur la communication homme-femme? J'ai une expérience, là, où très souvent, les personnes me disaient « parle-moi ». Alors après, moi je parle pas beaucoup de base. Je vais pas beaucoup dire ce que je ressens. Je vais pas beaucoup te dire je me sens pas bien. Enfin, si je vais te dire je me sens pas bien, mais je vais pas aller au fond du truc. La raison, le pourquoi du comment je me sens pas bien. Je vais pas forcément te le dire. Je vais te dire que ça va pas, mais je vais pas te dire pourquoi. Et en face, j'avais quelqu'un qui me disait parle-moi. Parle en fait, je te dis que je vais pas bien. Mais le truc c'était creuser et vraiment me mettre à nu. Et en fait, dans cette relation-là, il y avait un déséquilibre parce que la personne attendait que je sois 100% transparente et que j'arrive à dire tout ce que je ressentais. Sauf qu'on m'avait dit quand j'étais petite qu'on dit pas ce qu'on ressent en fait. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que on te dit il faut cacher tes émotions, il faut être fort, il faut être machin, etc. Mais en même temps, il faut quand même dire ce que tu ressens pour être totalement vrai. Donc au final, c'est quoi le juste milieu? Et du coup, c'est un truc que moi j'apprends à faire. C'est pas évident, hein.
Mais au poste que j'occupe actuellement, je peux pas mes émotions, je dois les masquer très souvent. Donc tu dois avoir un rôle dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ta vie familiale élargie. Quand je dis famille élargie, c'est-à-dire les parents, les cousins, les machins, etc. Avec tes amis. Bon, là, a priori, tu peux être 100% toi-même. Mais tu dois prendre une série de casquettes. Et en fait, ça devient... Alors, c'est pas de la schizophrénie, mais presque. Et du coup, parfois, dans ton travail, ça prend le dessus. Dans ta relation, t'as pas forcément envie de te livrer. Pour moi, c'est complexe parce que dans chaque posture, le regard de l'autre sera différent par rapport à son prisme. Ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir qui c'est que t'avais dit que fallait pas dire tes sentiments. Pour moi, c'est familial. Souvent, on me disait, ouais, mais faut pas pleurnicher. Il faut pas pleurnicher, faut pas se plaindre, faut pas... qu'on connaisse tes failles, en fait. Voilà. Il faut pas qu'il y ait la possibilité de sentir que là, tu es en train de dépérir, que là, faut rester debout, faut rester fort, il faut. Le il faut, c'est un truc qui est très présent. Et du coup, après, tu le traduis d'une certaine façon avec l'âge, hein. Mais ça te dit, ok, là, je sens que je vais pas bien, mais je peux pas me mettre à pleurer au milieu de mon travail parce que, forcément, on va dire que je suis faible. Donc, je vais me cacher dans les toilettes pour pleurer, je vais revenir. Ou, tu exprimes pas forcément ce que tu ressens parce que t'as peur que les autres perçoivent d'une façon négative. Donc, le regard de l'autre, très souvent, c'est hyper important, en fait. Et les prismes de la fille doit être comme ça, le garçon doit être comme ça fait que, tu sais plus, t'es perturbé. Mais là, dans ce que tu dis, on en revient à la la représentation de la femme potomitan, qui n'a pas le droit d'avoir des faiblesses, la femme potomitan dans la famille, la femme potomitan dans l'entreprise, c'est autre chose, hein. C'est pas la même chose, hein. Parce que on voudrait que la femme soit potomitan dans la famille, donc, dans la maison, avec les enfants, assure, etc. Une femme dans une entreprise potomitan, c'est problématique, hein. Mais justement, parlons-en. Tu disais qu'on voudrait que la femme soit dans la maison, à s'occuper des enfants, et donc que l'homme soit plutôt à l'extérieur, avec un travail, etc., pour apporter la sécurité financière. Oui. Nous, on attend que l'homme soit aussi, soit chez lui, qui s'occupe de ses enfants, etc. Donc là, il y a un gouffre, en fait, entre les deux. Oui, c'est sûr. Mais après, j'ai l'impression quand même que il y en a beaucoup dans la nouvelle génération qui partagent les tâches à 50%, voire plus, et que la tendance est en train de s'inverser, où il y a des pères qui veulent être présents, qui font des choix de se désengager professionnellement pour être plus chez eux, faire moins d'heures, etc. Dans ce sens-là, j'ai l'impression que alors que encore aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a des structures, des entreprises où on continue à poser aux femmes d'un certain âge, au moment du recrutement, est-ce que vous avez des enfants et est-ce que vous comptez en avoir? Et ça, je trouve ça encore hyper violent de demander aux gens, vous êtes en couple ou est-ce que vous comptez en avoir, quoi. Question qu'on pose pas forcément aux hommes. Et qu'on pose pas forcément, qu'on pose jamais aux hommes. Qu'on pose jamais aux hommes. On regarde votre CV, on vous demande si vous êtes célibataire et sans enfant. Si vous l'êtes, on te demande, ah ouais, vous comptez fonder une famille bientôt? Enfin, voilà, quoi. Et pour avoir été dans des entreprises où il y a des filles qui arrivent et 6 mois, 8 mois après leur CDI, elles sont enceintes, même si on leur dit pas que on n'est pas content, mais on leur fait comprendre que, vas-y, tu viens d'avoir un CDI, t'exagères un peu, limite t'aurais pu attendre, quoi. C'est chaud. Moi, je voulais revenir aux relations hommes-femmes. C'est vrai que tu parlais de l'expression des émotions, etc. Bon, dans ton cas, c'était plutôt le cas où on te disait de ne pas forcément exprimer des émotions. Mais revenons quand même dans les relations hommes-femmes. Parfois, quand même, les choses sont un peu compliquées. On attend certaines choses de l'autre et on pense que l'autre pense la même chose que nous et en fait, l'autre n'est pas nous. Enfin, je parle en mon nom. Parfois, j'aimerais que l'autre comprenne ce que je ressens sans lui dire ce que je ressens. Sauf que l'autre, en fait, n'est pas moi et n'est pas à ma place. Donc, c'est hyper compliqué. Et c'est pas parce qu'on s'aime et qu'il y a, qu'on s'aime, qu'on est à la place de l'autre et qu'on peut comprendre ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui exigent qu'on comprenne
sans parler. Parce que déjà en parlant, On comprend pas la même chose. Alors sans parler. Clair. C'est pire. Oui, mais avouez que ça arrive. Ouais, Parfois, mais- on a envie de dire, mais il peut voir quand même sur ma tête que ça va pas. Et en plus, quand il va te demander si ça va, tu vas dire, ça va! Alors qu'en fait, ça va pas. Mais t'as envie qu'ils comprennent que ça va pas. Mais Donc, du coup, pourquoi t'as ouvre ta envie? bouche, Mais pourquoi t'as envie mais qu'ils c'est comprennent? clair, mais pourquoi ne pas lui dire que ça Mais va pas directement? Mais pourquoi t'as envie qu'ils comprennent sans parler, en fait? Ouais, je sais pas. Non, mais c'est le truc. On est ensemble, on se connaît, tu es censé me connaître par cœur, tu peux quand même voir que ça va pas quand Oui, même. mais quand ils te demandent est-ce que ça va, pourquoi tu réponds que ça va pas? Enfin, pourquoi tu réponds que ça va, justement? Pourquoi? Mais je Il sais faut pas. que- Je sais pas. Mais je suis pas la seule, les filles. Excusez-moi. Vous pensez à la Peut-être que vous n'êtes télépathie, pas en dans, fait. peut-être Non, que mais- vous n'êtes pas dans le cas, mais je suis pas la seule. Non, Moi, mais je suis enfin pas dans bon, le cas. on est d'accord que ça arrive. Ça arrive très régulièrement. Mais la question, c'est pourquoi? Mais c'est clair, on peut se poser cette question. Pourquoi on dit pas directement que ça va pas? Alors moi ça m'est arrivé avant. Mais quand j'ai vu que vraiment c'était un délire dans ma tête parce que même quand je te dis ça ne va pas, tu vois que ça ne va pas. Je t'explique pourquoi ça ne va pas, tu ne comprends toujours pas. J'ai arrêté le délire. Je te fais. Ben, en fait, Mélissa, je sais pas si tu penses à la télépathie, mais malheureusement, ça fonctionne pas. Moi, je suis avec quelqu'un qui ne parle pas. C'est-à-dire qu'il tire la tronche, je vois que ça ne va pas, je vais vers lui parce que, effectivement, je ne pense pas que la télépathie fonctionne. Jusqu'à présent, je ne sais pas faire ça. Donc, je demande ce qui ne va pas, ou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, ou même peut-être juste rester là, hein. Ça peut, tu sais, sans pour autant aider la personne, mais peut-être la présence peut rassurer. Et en fait, j'ai quelqu'un qui ne veut pas parler. C'est-à-dire que il me dit que ça va pas, et il me dit, laisse-moi tranquille, ça va passer. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal dans cette relation où je vois que tu vas pas bien, j'estime que je suis avec toi pour t'aider dans ce genre de moment, et tu me dis non, reste là, ça va passer, laisse-moi tranquille. Et moi, ça me frustre à un point où j'en viens à m'énerver et peut-être à faire du zèle autour de lui pour lui dire, limite à le choquer, mais qu'est-ce qu'il y a? Et après, ça part en dispute parce que bon, je l'ai énervé, je l'ai embêté. Et en fait, dans cette relation homme-femme en général, il y a de la communication à avoir. Et très souvent, c'est ce qui manque, avoir la bonne communication en fonction de chaque couple. Il y a des couples qui vont parler cala toute une nuit, d'autres il faut laisser... Cala, elle a dit. Non, mais Vanessa. Écoutez, mes expressions, vous les connaissez. Donc, ce sera très drôle dans ton truc, hein. Et en fait, qui veulent parler toute une nuit, d'autres, il faut que l'autre amène la conversation. C'est vraiment au cas par cas en termes de couple, hein. Je rebondis simplement sur la bonne communication. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils parlent, ils brassent de l'air, mais ils n'ont rien dit. Et moi, je rebondis sur, tu disais que peut-être que la personne à ce moment-là, elle a pas envie de parler. Et moi, je rebondis sur le timing. Je pense en fait que souvent, les disputes parfois peuvent venir de là. Nous, on a envie de communiquer, mais peut-être que l'autre n'est pas encore prêt à communiquer. Ouais, et quand peut-être ça dure que 2 mois, enfin, j'exagère 2 mois. j'entends quand ça Quand dure ça 2 mois. dure 4 semaines, Mais 4 jours, Non, j'entends que ça peut être Ah ouais? compliqué, mais je pense que parfois aussi on respecte pas forcément le timing de l'autre. Et en fait, on a parfois le droit, il y a quelque chose qui se passe, peut-être que à ce moment-là, on n'est pas en capacité de pouvoir en parler parce que on est justement, les émotions sont multipliées par 10, on sent que ça va partir dans tous les sens et on a besoin de temps pour prendre du recul pour pouvoir en discuter. Et le souci souvent, c'est le problème du timing parce que l'autre a envie d'en discuter tout de suite et ça peut tout de suite parfois être intrusif, l'autre personne peut se sentir agressée parce que c'était pas son timing en fait. Et de l'autre côté, c'est pas malveillant, c'est bienveillant, la personne a envie, toi tu disais j'ai envie de l'aider, mais en même temps peut-être que lui c'était juste pas son timing en fait. Du coup, je fais un travail sur moi. Quand la personne ne va pas bien, donc j'attends en me disant je verrai peut-être le bon moment pour essayer de communiquer, mais c'est difficile. Si, il vient au bout d'un moment, mais limite, il vient quand je m'y attends presque plus. Genre, je me suis dit, bon, c'est bon, je lâche l'affaire, il va pas me parler, et puis hop, il me lâche tout le truc, je me dis, ah bon, ok, ah, je comprends.
Mais il s'est passé des semaines entre-temps. Des semaines. Mais a-t-on appris aux hommes, justement, à communiquer, à parler de ce qui ne va pas, etc. Je ne sais pas. Nous, Aux les hommes avec femmes, un grand on nous- H ou... Non, les femmes. Moi, là, je parle d'hommes et femmes. Les femmes, alors, on nous apprend pas, mais on attend ça de nous. Donc, depuis petite, on le fait, et pas forcément les hommes. Moi, je suis pas d'accord. Alors, moi, je pense que c'est encore le même problème, c'est l'éducation. Mais ouais. Parce que moi, par exemple, mes relations familiales étaient sourdes, sans parole, et j'avais du mal à m'exprimer. Je suis avec un compagnon qui a une mère qui parle beaucoup. Donc, au niveau communication, on sent tout de suite la différence. Encore une fois, pour moi, c'est l'éducation. Là, j'ai même pas l'impression que c'est une histoire de homme ou femme. Petit H, petit F. C'est l'éducation. C'est la base, c'est depuis l'enfance. Est-ce que quand l'enfant est petit et qu'il pleure, est-ce que le parent s'assoit et lui dit, raconte-moi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui te fait peur, dis-moi ce que tu ressens, pourquoi t'as mal au ventre, pourquoi c'est, pourquoi ça. Pour moi, ça fait un enfant, homme ou femme, qui est plus grand. Quand il va voir son partenaire dans des états, il va automatiquement venir lui dire qu'est-ce qu'il y a pas. Et quand lui sera dans des états, il aura cette envie de parler parce qu'il a eu cette habitude depuis petit. Donc je pense qu'au fil du temps, je pense que quand le couple arrive à s'entendre à ce niveau-là, arrive à déceler est-ce que je suis dans la communication, est-ce que j'ai envie de parler, est-ce que au niveau timing, en fait, ça, on arrive à s'accorder. Puisque peut-être que, je prends mon exemple, il me fallait peut-être 3 semaines pour pouvoir enfin arriver à parler de quelque chose. Lui, c'est en 2 heures. Mais au fur et à mesure qu'on se comprend, qu'on vit ensemble, eh bien, mon timing, il diminue. Et le sien, il s'élargit un peu. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va réussir à trouver le bon timing. Mais tout part depuis l'éducation pour moi, toujours. Donc, pour toi, c'est pas forcément lié au genre, en fait. On revient à l'hypothèse de l'éducation. Voilà. L'éducation est fondamentale, finalement, parce que c'est une question d'habitude aussi. Si t'as jamais l'habitude d'exprimer tes ressentis, de dire voilà comment je me sens, voilà ce qui se passe dans ma tête, enfin dans mon corps, etc. Comment tu voudras l'exprimer plus tard, en fait? Ce sera hyper compliqué. Et c'est pas parce que tu as été sollicité, enfin moi je parle de mon expérience, ma mère qui voulait toujours communiquer avec moi, qui me posait plein de questions, et moi j'étais pas dans cette démarche là et je l'ai jamais été. Oui, mais le fait qu'elle le soit, même si toi tu l'as jamais été, tu sais que c'est possible. Ouais. Alors que si tu n'as jamais eu personne qui t'a posé ces questions-là et qui se préoccupait justement de tes ressentis, tu sais pas comment faire, tu sais même pas si c'est intéressant en fait de te poser ce type de questions. Quelle émotion qui me traverse, si c'est passé ça, quelle émotion qui me traverse, comment je me suis comportée. Avoir un feedback sur soi, tout le monde ne l'a pas forcément, tout le monde ne se pose pas ce type de questions. Et quand on se pose pas ce type de questions, ça peut poser justement un souci dans les relations. Parce que forcément, quand il se passe quelque chose, la personne va te demander, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es pas en capacité de pouvoir poser des mots et essayer d'expliquer, même d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, tu vas finir avec ça et ne pas vouloir passer à autre chose. puis il y a le fait de se connaître aussi. Si tu te connais pas, si tu sais pas quelle réaction tu as dans telle situation ou ce que ça évoque chez toi, je veux même pas aller sur le cas des blessures, de peur d'abandon, enfin de tous ces trucs là, mais si tu t'es jamais posé effectivement de vraies questions sur certains problèmes face à certaines situations, soit ça va te traverser, soit au final tu vas te chambouler tellement que ça va devenir la question existentielle du moment et voilà. Pour moi, c'est la question du timing, c'est se connaître, c'est ce que disait Rachel tout à l'heure, c'est que au fur et à mesure que tu te connais toi, tu peux aussi arriver dans une relation en étant préparé à ce à quoi tu aspires ou pas, et aussi exprimer à l'autre j'aspire à ce que dans telle situation on puisse échanger et qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse trouver une solution. Mais si tu arrives en mode je me connais pas ou je veux telle chose et c'est moi d'abord et l'autre limite tu t'en fous entre guillemets, forcément il y aura un décalage de timing. Et moi à un moment donné dans une relation passée, avec du recul, je me suis rendu compte que j'attendais des choses que j'avais pas forcément exprimées
parce que je savais pas communiquer, ou je pensais que je les communiquais, mais Pas de la bonne façon. pas forcément très clairement, ou de façon audible. Peut-être que bougonner dans mon coin, ou machin, je pensais que c'était la bonne méthode, mais en fait non. La technique du dauphin, tout le monde connaît. Voilà, la fameuse technique du dauphin. Donc j'étais persuadée que j'étais un super dauphin. Laura voilà. fait les gestes. Ben oui, voilà. Que j'étais un super dauphin et que mes signaux étaient très clairs, très audibles. En fait, pas du tout. Et en face, la personne pensait qu'elle était un super dauphin aussi, sauf qu'en fait, on était sur des fréquences totalement différentes, quoi. Ouais, une baleine et un dauphin, on va dire ça comme ça. Mais du coup, là, c'est différent. Où tu arrives, tu sais que le dauphin, ça marche pas. En tout cas, pas à notre âge. Plus. On n'a jamais fonctionné au dauphin. Quand on a 25 ans, je pense que Mais justement, pour nous, le dauphin, ça marche. Hein. Mais justement, là, on en vient justement à l'évolution, peut-être que vous pourriez en parler, vous avez remarqué une évolution quand vous étiez plus jeune dans vos relations par rapport à maintenant. La communication ou même la façon de se comporter dans le couple, quoi. Moi, je sais que j'avais plutôt tendance à reproduire ce que moi j'avais un peu connu, quoi. Enfin, voilà, je savais pas trop, on m'a pas appris à gérer des conflits, on m'a pas appris à gérer des situations compliquées, etc. Donc, typiquement, j'étais juste dans la reproduction sans me poser de questions. Et les choses après tu commences à te poser des questions, tu commences à te rendre compte que bon, finalement, ce comportement-là, c'était peut-être pas forcément le plus adapté, etc. Et dans tes relations d'après, comme tu t'es posé ce type de questions, au moins ce souci-là, il est réglé et tu peux avancer différemment. Mais je sais pas ce que vous en pensez par rapport, si vous faites un parallèle par rapport à vos relations quand vous étiez plus jeune, aux relations actuelles, est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous vous trouvez changé dans vos relations? Dans la gestion du conflit, moi, clairement, quand j'étais petite et que mes parents commençaient à babiller, on me disait « va chez ta grand-mère ». Donc du coup, c'était la fuite systématique. Je devais pas entendre, je devais pas voir. J'ai grandi avec « je n'aime pas les conflits ». Je n'aime pas les conflits, je n'aime pas babiller, je n'aime pas une situation compliquée. Donc je fuis, je me cache, je me bouche les oreilles et les yeux, en fait. Je veux pas entendre, je veux pas voir, etc. Jusqu'au jour où, faut rentrer dans un babier, finalement. Parce que on peut pas toujours fuir. Sans des camettes en load, et pour rentrer dans un babier. Et là, tu passes par tous tes états parce que tu n'as pas forcément affronté de conflit. Puisque même quand j'étais au collège où il y a une situation conflictuelle, où il y a une nana qui voulait me taper, bref, j'ai un copain qui est arrivé, qui m'a sauvé, qui m'a ramené chez moi, je suis sortie du conflit sans y laisser de plume entre guillemets. Et c'est un homme qui t'a sauvé en plus. En plus, t'as vu. Non mais, mine de rien, avec du recul, tu t'es dit en fait, j'ai grandi avec, faut pas babiller, faut pas que je sois dans un babier, faut pas que j'entende, faut pas que je vois. Et au final, je veux pas babiller, je veux pas me retrouver dans un conflit. Quand les gens ont des problèmes, ce sont pas mes histoires, je veux pas me mêler, etc., etc. Mais justement, est-ce qu'on peut parler du rôle des disputes dans le couple? Moi, je sais pas, mais je vous assure, mais en fait, moi, j'adorais me disputer, en fait. Oula. Je vous assure, pour moi, et puis les réconciliations. Ah non, mais c'est ça! C'est ça! Ben oui, mais dans mes anciennes, parce que pour moi, c'était comme dans les films, en fait. Tu te disputes, c'est qui a la meilleure punchline, etc. Mais ça, c'était dans les anciennes relations, parce que, c'était dans mon imaginaire. Mais là, la dernière relation en date, là, les disputes vont tellement loin, je ne peux plus voir une dispute. C'est parce que ça fait mal, en fait. Il y a des mots qui sont dits, qui restent, qui blessent. Et là, non. Là, je fuis. Vraiment, je fuis les disputes. En fait, toi, avant, peut-être que tu voyais plus les disputes en mode argumentation, celui qui va plus argumenter. Et je pense que pour ça, il faut avoir une certaine confiance en soi aussi, hein, pour avoir, c'était un petit peu un challenge, je sais pas. Oui, je pense. Mais c'est vrai que certaines disputes aussi peuvent partir un peu dans tous les sens. Ah oui. Et les mots qui sont dits, on a beau après revenir et dire je m'excuse ou je regrette. Parfois non. Ou parfois non. Mais en tout cas, même quand c'est dit, le mot, il est là gravé. Et en fait, il reste là. En fait, c'est comme une feuille qu'on froisse et la feuille, elle va toujours rester froissée. Et ça, je pense que, ça peut être intéressant justement d'en discuter, mais lors d'une dispute, est-ce
qu'on est obligé de partir dans tous les sens comme ça. Alors les émotions sont décuplées, oui. Mais est-ce que pour vous, il y a une limite dans les disputes ou pas Il devrait en avoir une. Et puis d'ailleurs, on n'est même pas obligé de se disputer. En fait, moi, j'étais persuadée qu'avant un couple, c'était une dispute, quoi. Si on se disputait pas, on n'était pas un vrai couple. Oh là là. Mais maintenant, moi, je veux des discussions. Et je n'arrive pas à en avoir. Je n'ai que des disputes. Et je n'en peux Mais parce qu'en fait, on n'arrive pas à entendre que deux personnes qui s'aiment puissent avoir deux opinions différentes. Alors que c'est sain, en fait. Dans un groupe d'amis, on peut avoir des opinions différentes, mais dans un couple, c'est pareil. On peut s'aimer, mais ne pas être d'accord sur un sujet, et c'est ok. Et moi, je trouve ça super sain. C'est super sain. Être d'accord, mais c'est ça qui fait la richesse d'un couple, en fait. Bien sûr. Mais parfois, ça coince. Parfois, autant en amour qu'en amitié, on peut avoir des opinions différentes. On peut en discuter. Mais parfois, quand tu as l'autre en face de toi qui, dès lors que tu n'es pas d'accord avec lui, que tu n'es pas du même point de vue, qui court à la conversation, c'est frustrant. Tu te dis, mais je sais pas, peut-être que son argumentaire pourra me faire changer d'avis. Peut-être qu'il en a pas, il a pas d'argument, en fait. Il sait pas argumenter aussi. Ben, en fait, dans mon cas, très souvent, mais tu n'as pas compris. Donc, quand j'ai cette réponse-là, je me dis, ok, explique-moi. Parce que peut-être que je n'ai pas la même vision, peut-être que je n'ai pas vu ce que toi tu as vu, j'aimerais comprendre. Et en fait, l'autre, pareil, comme ce qu'on disait, pense que comme on est ensemble, j'ai compris ce qu'il voyait. Et en fait, non. Et parfois, je peux rester plusieurs heures, plusieurs jours à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce que j'ai raté. Mais lui... Et c'est fatigant. Mais oui, c'est fatigant. Et lui, il va rester sur, Vanessa n'a pas compris comment ça se fait qu'elle ne comprenne pas. Ben non, je peux faire des études et des fois je rate des trucs, je suis désolée. Et voilà. Mais c'est très difficile parfois dans ce genre de relation. Vous êtes plein de les filles! J'essaie de garder mon sérieux. Aurélie, on est quand même d'accord que tu as dit que tu aimes les disputes uniquement pour les réconciliations. Qu'elle aimait. Enfin, qu'elle aimait ou qu'elle aime, je sais pas, mais uniquement pour ça. Parce que je trouvais que... Comment dire ça? Je vais les réconciliations après une dispute, à l'époque, c'était chouette. C'était plus intense. T'avais envie de lui pardonner. Il voulait que tu lui pardonnes. Il faisait en sorte que tu lui pardonnes. Ça avait une autre saveur. Vraiment. On est bien d'accord qu'on parle de réconciliation qui est au-delà d'une simple embrassade. Bien sûr. Mais justement, comme on y est, selon vous, quelle est la place de la sexualité dans le couple? Oula. Importante. Oui. Point. Non, mais c'est une évidence. C'est réglé. Bonsoir, c'est la fin du podcast. Vanessa a conclu. C'est une évidence. Voilà. Mais en gros, est-ce que quand, au niveau sexualité, ça fonctionne, est-ce que ça peut vous faire tout oublier? Non, quand même pas. Faut pas déconner. Alors, moi, je dis que ça dépend. Ça dépend de la vision. Il y a des regards là qui... Alors. Jusqu'à un certain point, on va dire. Ça a bien marché pendant un moment, on va dire. et avec regret, je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas me tenir avec ça, c'est pas possible. Mais c'est valable pour l'homme aussi, t'inquiète pas. Mais j'ai pas l'impression qu'ils disaient ce... Dans mon cas, quand on se disputait que je savais que j'avais tort, j'utilisais la méthode de la réconciliation, histoire de finir avec ça. Et au bout d'un moment, monsieur avait suivi mon jeu et me faisait comprendre qu'il va pas rentrer là-dedans. Mais bon, une fois sur deux, ça fonctionnait. Pour ne pas dire 2 fois sur 3. Non, mais moi, attends. Alors, peut-être que le mot n'est pas bien choisi. Non, moi, il faut que le problème soit réglé. Avant de passer... mais des fois c'est pas réglé, hein. Non, ce dont Vanessa parle quand même, c'est que au lieu d'aller au bout de la dispute, exactement, elle faisait en sorte de passer devant le gars, de conclure, pour le perturber et pour qu'il y ait plus de dispute en fait. Qu'il y ait en gros, plus de sujet. elle anesthésiait son cerveau. Voilà, le mien comme le sien. C'est à vos deux, c'est oui. Si moi je garde ça en tête, non. On anesthésie tout le monde. Et donc il y a plus de sujet. Il y a plus du tout de sujet, plus jamais.
Plus jamais. Enfin, le sujet, il Il est reste clos, là. mais s'il c'est est comme pas tout, ça vraiment reste réglé. latent. C'est latent, quoi. Ouais, Ok, au bout d'accord. de quelques En tout mois, cas, ça pour va 24-48 heures, c'est fini. Non, pour quelques mois, c'est fini. Quelques mois, maman. Le sujet reste Ah ouais. là et puis ça va revenir. C'est comme un boomerang. Donc, en fait, C'est des le booty relents, power des relents, arrive des à relents. éteindre un sujet pour quelques mois. Allez, on va réduire à quelques semaines. Mais oui. Mais c'est génial. Non, parce que ça revient. Mais non, mais c'est pas réglé. Oui, le problème n'est pas réglé. Ouais, mais en si c'est soi. quand même quelques mois, Moi- en fonction du sujet, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, le répit. Mais justement, les D'où le filles, 17 ans. parlons sexualité. Selon vous, quelle est la place de la sexualité dans le couple? Comme dit Vanessa, Alors, sans parler que des réconciliations et des disputes. Hein. très important, comme dit Vanessa. Il y a des couples, même des fois, ils s'entendent pas, mais ils couchent toujours ensemble. Et ils restent des années comme ça. Donc après, non. Donc, Non, mais vous voyez pas, non, mais il y a des gestes, des regards, des, voilà, quoi. Des plus, des pouces. moi, je trouve que le contact physique, l'échange de fluides, c'est L'énergie. L'échange de fluides. On va noter ça, les filles. L'échange de fluides. Mais c'est ça, c'est l'échange de Bah fluides. oui, tout à bien fait, il faut sûr. échanger Mais d'énergie, Rachel, tu as bien tout ça. dit, mais Mais bien oui. sûr. Qu'est-ce qui t'arrive, Aurélie? Non, mais elle voit les fluides, en fait. Il est tard. Mais en tout cas, ça prouve là, nourrir, ça prouve quand même que la sexualité, ça reste quand même toujours tabou. Mais Ah tabou, non, ah c'est non, pas pas tabou. du tout. T'as beaucoup C'est juste par rapport aux mots qui sont posés sur le sujet. Mhm. Je pense que c'est le mot fluide, là, qui a fait tout le monde exploser de rire. Mais Rachel continue. Non, mais quand je dis fluide, ça peut être la sueur, la Non, salive. par contre, l'échange de sueur, on n'y est pas. Et on est Mais c'est important. Oui, c'est important, C'est Rachel. important. C'est très important, Rachel. Oui, c'est important. Du coup, tu l'as pas fini. Non, je sais même plus ce que je disais. Voilà, perturbé. Voilà. Mais la femme et la sexualité, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je trouve que dans la société, on parle beaucoup de l'homme et la Alors, il y a une sexualité, nature des profonde, attentes déjà. des hommes et des hommes qui attendent, des ceci et Moi, cela. moi, je pense qu'il y a une nature profonde déjà. On l'est, on n'est pas, on est plus ou moins, ou on est moins, ou... Voilà. Il y a aussi une éducation. En fonction des familles. Est-ce que justement c'était tabou dans la famille? Est-ce que justement les parents étaient ouverts? Est-ce que? Et il y a encore pour moi et toujours les expériences de vie. C'est toujours très différent en fonction du partenaire et il y a toujours des expériences qui nous forgent plus ou moins. Je suis d'accord avec toi et je dirais même une certaine maturité parce que quand on était jeunes, les hommes étaient vraiment à la recherche de leur plaisir personnel et de même limite de la performance en fait. Ils voulaient démontrer qu'ils étaient capables de. Et à nos âges, j'ai vraiment le sentiment que les hommes sont à la recherche de partage, d'échange de fluides et autres, d'énergie, Hashtag fluide. voilà. Et aussi, ils sont vraiment à l'écoute et ils veulent faire plaisir, ils veulent que leur partenaire ressente du plaisir. Alors, je sais pas si c'est le sujet du moment ou... mais vraiment, j'ai vraiment ce sentiment-là. Enfin, je le ressens, quoi. Il n'y a plus que le plaisir, il y a plus que le plaisir de l'homme, en fait, qui compte. En gros, avant, c'était un peu... et à partir du moment où l'homme, c'est bon, il a eu son plaisir, bon, ben, c'est fini, en fait, c'est bon. Mais maintenant, effectivement, on sent que les choses évoluent à ce niveau-là. Mais selon vous, ça évolue pourquoi? Est-ce que c'est parce que la femme aussi s'autorise aussi plus de choses? Elle se connaît mieux. Et elle accepte moins de choses aussi. Et elle n'est pas qu'un ventre. Un outil de reproduction, en fait. Voilà. Il y a ça aussi, je pense. On en revient à la récré, on en parlait dans un épisode de la récré. Ouais. La sexualité pas liée qu'à la reproduction, mais à l'aspect aussi plaisir. L'aspect plaisir, on en parle de plus en plus. Alors que finalement, vous vous rappelez, quand on était ado, on nous parlait de la sexualité, mais que sur le versant prévention, maladie sexuellement transmissible, et puis attention, tu vas tomber enceinte. Mais on nous parlait pas tellement, on nous a jamais vraiment parlé de la partie plaisir, comment ça se passe, etc. Ton plaisir est important aussi, pas que le plaisir de l'homme, ça, on nous a pas forcément parlé de ça. Mais on l'apprend au fil des années. C'est avec l'âge et les expériences, même dans le couple. Hein. Oui. Les choses Il y a des évoluent aussi choses dans le couple. Dans le qu'on couple, ça autorise évolue. plus ou moins en fonction du nombre d'années en couple, en fonction de plein de choses. Il y a des choses, par exemple, moi, il y a des choses à 30 ans que je n'aurais jamais accepté, ne serait-ce que d'imaginer, là, maintenant, 40 ans, on se dit, bon, ici, on expérimentait ça. Alors qu'il y a 10 ans, jamais. Aurélie a envie de savoir. Plus de détails en privé. En DM. Donc, voilà, c'est
Au fil du temps, je pense. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Et justement, moi aussi, je me rends compte qu'il y a plein de choses que mes amis faisaient il y a déjà 10 ans qui ne m'intéressaient pas du tout. Je me disais, mais j'ai le temps et tout ça. Et puis voilà, à mon âge, je me disais, mais pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? On a envie de savoir encore. En DM aussi, DM. Voilà. Mais c'est vrai que la sexualité change. Et alors, la sexualité change aussi. Qu'est-ce que vous en pensez après avoir eu des enfants ou pas? Je suis mieux. Ouais. Mais encore une fois, je ressasse peut-être, tout dépend du partenaire, en fait. Tout dépend du partenaire et de si on a appris à mieux se connaître ou pas. Mais du timing aussi, parce que la sexualité après l'accouchement aussi, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, mais c'est pas pareil, mine de rien. C'est pas toujours simple. Et Voilà, puis quand on vient d'accoucher, on nous parle déjà de rapports sexuels, de pilules, etc. Et parfois on n'est pas forcément prêt à ça tout de suite. Et Tout parfois on dépend du est... partenaire. Exactement. Mais pas forcément l'état d'esprit aussi. Moi, je me rappelle, après ma première grossesse, il y a plein de choses que je découvrais, l'allaitement, etc. J'ai pris du poids et j'ai pas les mêmes fluides et j'ai pas les mêmes règles et j'ai pas si ça et mon corps est différent et j'ai pas les mêmes parce que mes seins après l'allaitement, même pendant, j'ai pas les mêmes sensations quand on les touche et même limite moi quand j'allaitais, pour moi les seins c'était les seins de mon fils. C'était plus mes seins ou les seins de mon partenaire et quand il voulait les toucher, ça me gênait. Et c'était plus un attribut sexuel, c'était plus une zone érogène. C'était vraiment... Zone de nutrition. Voilà, exactement. Le rôle de nutrition, point. Après, une fois que j'ai arrêté l'allaitement, c'est revenu. Mais c'était pas exactement comme avant. C'était différent. Moi, je suis d'accord. Je trouve que il y a une période un petit peu de flottement où tu es la mère et en même temps, c'est parfois difficile d'être sur le versant de la femme, sexualisée, effectivement. On peut parler aussi des montées de lait parfois et ça peut perturber. Et c'est vrai que nous, on nous parle pas de ça. On parle pas du tout de ça, de toutes ces questions. Alors moi, j'ai jamais eu ça, mais heureusement, parce que déjà, enceinte, faire la bagatelle, enceinte et le bébé qui bouge, je me sentais, je sais pas, c'était perturbant en fait. J'avais 2 extraterrestres en moi. Moi, j'ai pas fait. Affaire réglée. Mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ça, la sexualité. Il y a la aussi grossesse. la libido un peu exacerbée durant la grossesse. Alors, exacerbée ou pas, ça dépend des femmes. Parce que ma première grossesse, il était un petit peu embarrassé. Ah ben moi, je voulais pas. J'étais comme inhibée. C'est les hormones. Ça dépend vraiment, comme quoi ça dépend vraiment. De chaque personne. Et ça, je dis ça dépend des femmes, mais ça peut même dépendre des grossesses. Aussi potentiellement. Et ça dépend des hommes, parce qu'il y a certains, bon, le ventre, ça ne les dérange pas. Qui et sont d'autres, rebutés. d'autres, je vais lui faire mal, je vais cogner sa tête avec ma tête. Voilà, pour le coup. Donc ça dépend. Et d'ailleurs, on peut entendre aussi parfois, des gens qui nous disent, fais attention, satisfais bien ton homme pendant la grossesse parce qu'il peut partir voir ailleurs, quoi. Mais même sans grossesse, c'est vrai. Oui, c'est clair. Mais c'est quand même assez hallucinant de penser ça, quand même, de porter l'enfant et en plus, limite, on te menace. Encore une injonction. Ben oui, encore une injonction. Encore. Et comment vous pensez parler de la sexualité à vos enfants? Oh là, tu me poses une belle. Ça dépend de l'âge des enfants. Dans mon cas, j'ai un pré-ado, voire ado, j'ai envie de dire, qui a des manifestations physiques au réveil, donc il se demande pourquoi c'est comme ça. Donc c'est difficile, mais Google est mon ami, malheureusement ou heureusement. Je pense que si dès le début, avec les enfants, il y a une communication établie, une relation de confiance, voilà, en fait c'est plus facile. Après, il faut juste anticiper. Il faut pas que ça nous tombe dessus. Donc, et comme moi en soi, je suis quelqu'un de très ouverte à ce niveau, donc ça va, mais c'est pas facile. Il faut savoir doser les propos, surtout que moi, des fois, quand je parle, je peux partir, pas en vrille, mais bon, cash. Voilà, je suis très cash. Donc, mais en même temps, est-ce que c'est pas justement, c'est intéressant de pouvoir donner les bons mots aussi, et ne pas tourner autour du pot pour que le message soit, ça reste quand même des petits esprits, donc faut pas non plus trop, je pense qu'il faut quand même doser, être cash, oui, selon l'âge, voilà, selon l'âge, oui.
Et ne pas hésiter à parler, parce que s'ils n'ont pas leur réponse à la maison, ils vont les trouver dehors. C'est clair, surtout Pas forcément de la bonne façon. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je préfère carrément dire à mes enfants, vous pouvez me parler, vous pouvez tout me dire, maman ne va pas se fâcher, maman, elle est passée par là aussi, maman a eu votre âge, etc. Au pire, si vous voulez pas me parler, même vous parlez à votre papa. Enfin bon, peu importe, mais d'ouvrir déjà la conversation. Qu'il y ait une relation de confiance qui se crée. Voilà, d'ouvrir la conversation, d'avoir des moments, moi avec mes 3 enfants, d'avoir des moments seuls avec chacun des enfants, puisque le grand ne va pas forcément vouloir parler de je ne sais quoi en présence de sa sœur qui elle-même. Voilà, donc il faut trouver des moments propices pour parler de ça aux enfants. À chaque enfant en individuel, ou des fois en groupe, mais tout dépend de la thématique. Bon, les miens sont encore petits, 7 et 2 ans et demi. Moi, je me vois pas parler de ça avec eux. Mais après, si la question se pose, je vais pas fuir, hein, je vais répondre, et avec une réponse adaptée à leur âge. Mais c'est vrai que moi, je me vois bien dans quelques années aborder le sujet, le plus tôt possible en tout cas, et avec les mots adaptés. Ok, bon ben, on va s'arrêter là pour l'épisode. Je pense qu'on a parlé de plein de choses, c'était hyper intéressant. Merci les filles pour d'avoir participé à Big à Fond pour parler des relations hommes-femmes. Je pense qu'il y avait plein de choses à dire, très intéressantes. Et avant de terminer l'épisode, est-ce que vous pouvez donner un mot qui pourrait décrire la relation homme-femme pour vous? Moi, je dirais éducation. Moi, je dirais amour. Pour moi, ce serait oser. Eh bien, moi, je conclurai par communication. Merci, on va s'arrêter là. Merci à vous. À bientôt. C'était l'épisode 19 de Big à Fond. Je remercie Rachel, Vanessa, Aurélie et Laura de m'avoir suivi dans cette folle idée et d'avoir échangé sur ce sujet sans tabou. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison. Prenez soin de vous.